Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture. On est très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau format, le format entretien. Au-delà des conférences qu'on vous proposait déjà, vous allez désormais pouvoir retrouver des interviews comme celle d'aujourd'hui avec la grande reporter de guerre Maryse Burgot. Elle a eu une carrière exceptionnelle, elle est partie notamment en Ukraine, elle a couvert le conflit israélo-palestinien, la Syrie, le Haut-Karabakh. Elle a aussi été prise en otage. On espère que cet entretien vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et nos autres contenus sur nos différentes plateformes. On vous souhaite une très bonne vidéo. Bon, bonjour Maryse Burgot, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui devant les étudiants de la Sorbonne et de l'ENS. Vous êtes grand reporter, vous avez notamment couvert le Kosovo, l'Ukraine, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan et bien d'autres. Vous avez été aussi prix Bayeux des correspondants de guerre et vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler justement de votre métier de correspondant de guerre. Question introductive, j'ai vu que vous étiez bretonne, fille d'agriculteur, vous aviez fait des études de lettres modernes au départ. Comment ça vous est venu cette passion pour les grands reportages? Alors, en fait, moi, j'ai vu pendant toute mon enfance mon père et ma mère lire le journal régional Ouest France, D'accord. qui est un grand quotidien très très lu en Bretagne et dans l'ouest de la France. Et je m'autorisais pas tout à fait à penser que je pouvais être journaliste, parce que dans mon milieu, il y a très peu de journalistes. Enfin, il y en a pas même, en fait, dans les milieux d'agriculteurs, il n'y a pas de journalistes. Mais j'avais un peu ce rêve. J'avais ce rêve, mais je ne m'autorisais pas à penser que c'était possible. Je me disais, j'aurais jamais les concours, etc. Donc, je me suis dit, non, je vais faire des lettres. Moi, puisque j'aime lire, j'aime écrire, je vais faire des lettres et puis je serai prof. Et puis, j'étais surveillante dans un lycée pour payer mes études. Et j'ai rencontré une fille qui préparait les concours des écoles de journalisme. Et je l'ai regardée 2, 3 mois préparer les concours et je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas l'air si sorcier. Et donc j'ai décidé de préparer les concours et ben, j'ai eu l'école de journalisme de Strasbourg. D'accord. Mais je fais partie de ces gens qui pensaient que je n'aurais jamais les concours. Et c'est D'accord. pour ça que j'accepte là, avec grand plaisir, de témoigner, même si tous les gens qui m'écouteront sont déjà très très bien partis dans la vie, parce qu'ils ont déjà intégré une grande école. Mais tout est possible, tout est permis, si on y croit un petit peu. Oui, complètement. C'est un très beau message. On voulait revenir aussi sur vos premiers grands reportages. Mhm, On a vu que vous étiez parti, par exemple, en Inde, ouais. couvrir une épidémie de peste. Mhm, Comment ça s'est passé au tout début, mhm. vos premiers reportages? Vous êtes vraiment bien renseigné parce qu'effectivement, l'Inde, c'est mon premier, c'est le premier moment où je me dis, si je fais ce métier tout le temps, ma vie, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Parce que donc je me retrouve, jeune journaliste, à couvrir l'épidémie de peste en Inde. Vous avez des milliers et des milliers de gens qui fuient le foyer d'épidémie et nous, on va exactement dans le même sens pour aller voir les gens qui étaient malades et qui mouraient de la peste, parce que quand on n'est pas immunisé, on meurt de la peste. Et c'était proprement extraordinaire, extrêmement puissant. Euh, à l'autre bout du monde. Et je crois que là, j'ai attrapé le virus du grand reportage, hein. Oui, vous avez eu le déclic aussi sur le terrain Ouais, ensuite, mais je voulais déjà faire bien ça sûr. avant, mais j'ai su à ce moment-là, j'ai fait 15 jours de news et après j'ai enchaîné sur 3 semaines de magazine pour Envoyé spécial. J'ai fait un magazine pour un magazine qui s'appelait Envoyé spécial à D'accord. l'époque, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc j'ai passé 5 semaines en Inde et voilà, je me suis dit, moi, je vais faire ça tout le temps. Oui. Une autre expérience qui nous a particulièrement marqué quand on Ouais, s'est renseigné, c'est la partie Kosovo, pour ouais, laquelle vous avez été ouais. par ailleurs récompensé, où Mhm. vous avez documenté l'exode de Ouais. milliers de civils fuyant la guerre. En tant que grand reporter, est-ce que vous êtes, alors ça change certainement en fonction des terrains, mais est-ce que vous êtes à distance des populations pour avoir un certain recul, ou est-ce que vous partagez des moments de la vie de tous les jours avec ces personnes? Il fait très chaud, Ouais, hein. désolé, Si on ouvrait, non, on peut pas. c'est déjà un peu Il fait beau. très chaud. Alors le Kosovo, c'est très particulier pour moi parce que je travaillais au Kosovo avec un GRI, un journaliste reporter D'accord. d'image, un caméraman qui a été tué après en Syrie.
Donc, ceci n'a rien à voir, mais le Kosovo, c'est une histoire que j'ai couverte avec un JRI qui était extraordinaire, qui était un très grand professionnel et qui après a été tué en Syrie. Donc c'est aussi pour ça que le Kosovo, c'est très important pour moi. Mais par ailleurs, c'était très fort parce que vous couvrez une guerre et moi, ça ne m'intéresse pas tellement de parler des chars, des avions, des canons, des calibres. Ce Oui. qui m'intéresse, c'est de voir les gens, à la fois les combattants et les civils. Et là, sur ce tournage-là, on était au plus près des civils parce on a marché dans la montagne avec eux pour quitter le Kosovo, fuir le Kosovo. On a vécu exactement ce qu'ils ont vécu. On était nous-mêmes un tout petit peu des réfugiés parce que tout ça n'allait pas très bien pour nous non plus. Ouais. Donc là, vous touchez de près, même si nous, on s'en va, ça ne dure jamais très longtemps. Donc nous sommes de grands privilégiés, on rentre, on a un toit sur la tête, etc. Mais on a touché de près ce qu'était que fuir un pays en guerre, se retrouver dans la neige avec rien à manger pendant des jours et des jours. Euh, oui, c'était très, 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 très puissant, une fois de plus. Et ça, justement, j'imagine qu'il n'y a pas de formation pour ça Non. spécifiquement. Comment vous êtes formé entre guillemets en amont? Est-ce que vous avez des formations, je sais pas, aux gestes premiers secours, de comment survivre? Comment est-ce que Alors on a des stages. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'ai fait un stage comment on appelle ça, un stage commando il y a longtemps, et je viens d'en refaire un là il y a 6 mois à peu près. Oui, donc on apprend à poser un garrot, parce que pour nous, en fait, le plus important, surtout pour l'Ukraine, parce que moi je vais beaucoup en Ukraine en ce moment, c'est sauter sur les mines et avoir un membre très touché. Et donc il faut savoir faire un garrot. Et faire un garrot en recevant des bombes, c'est bien d'apprendre à le faire. C'est pas notre métier, donc je l'ai refait là récemment et maintenant je crois que je suis capable de poser un garrot en 15 secondes. Donc on apprend ça, on apprend aussi les endroits, on réapprend les endroits où il faut s'abriter, c'est parfois très très évident, mais bon, ça va parfois mieux en le lisant. Oui, on a des stages Ouais. mais moi, ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai la prétention d'avoir 2 ou 3 réflexes. Donc mais j'ai des réflexes, mais j'ai des amis très proches qui ont été tués et ils avaient beaucoup d'expérience, beaucoup de réflexes et 30 ans de métier. Donc la guerre, c'est la guerre Bien sûr. et vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Le missile, il tombe là et pas là. Celui-là est mort et celui-là n'est pas mort. Donc il n'y a pas ce n'est pas une science exacte, il n'y a pas de manuel du Oui, grand reporter pour apprendre à ne pas être tué. bien sûr. Ça n'existe pas. Vous avez parlé de l'Ukraine. On mettra dans la description pour Mhm. les étudiants qui nous écouteront des liens vers vos reportages. Il y en a un qui est très marquant, où vous suiviez le ministre de l'Intérieur Oui. ukrainien. Mhm. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment ça s'est Mhm. passé, un peu comment vous êtes arrivé en amont en Ukraine, avant le Ouais. déclenchement de la guerre, et puis cette situation plus précise? Alors, on est arrivé une dizaine de jours avant le début de la guerre, enfin avant le début de l'invasion Oui, de grande ampleur des Russes, parce qu'elle était quand même annoncée. Ce bien qu'on ne sûr. savait pas, c'est qu'elle serait d'une telle ampleur, mais on savait qu'elle allait venir. Donc les troupes russes étaient massées autour du territoire, on savait que quelque chose allait arriver. Donc nous, une dizaine de jours avant, on y est et on décide de suivre le ministre de l'Intérieur qui va visiter une tranchée. D'accord. Et il affiche une certaine Sérénité. assurance, sérénité. Bon, on va dans un bunker, ça se passe très bien. Nous-mêmes, d'ailleurs, on est un peu décontractés parce que D'accord. la guerre n'a pas commencé. On est quand même dans le Donbass. Dans le Donbass, la guerre existe depuis Oui. 2014. Donc, en fait, elle a déjà commencé dans le Donbass à ce moment-là. Mais bon, c'est très calme dans la tranchée, etc. Et on sort. Et en fait, les Russes ont visé expressément ce ministre et les journalistes qui l'accompagnaient. Donc voilà, c'est la scène comme on l'imagine toujours. On court pour échapper euh, aux obus de mortier. C'était du mortier. Et on se couche de temps en temps et on se relève. Et là, c'est là où le caméraman est très fort. C'est que moi, je suis juste derrière lui et il se couche quand il faut, il se relève et il trouve le temps de quand même tourner un petit peu. Le ministre est plaqué au sol, il réussit à filmer le ministre au sol. Pendant ce temps, le ciel continue à nous tomber sur la tête. C'est
incroyable parce que c'est une image extrêmement forte qui montre combien la guerre qui va suivre, et donc ça c'était il y a Ouais. enfin, il y a plus de 2 ans maintenant, va être violente au point de viser des ministres en exercice, et qu'elle va aussi viser souvent les journalistes, hein, et que les Russes n'auront pas beaucoup d'état d'âme en fait sur la manière dont ils viseront les gens, et ça montre aussi la grande fragilité de l'Ukraine à ce moment-là, Bien sûr. parce que le ministre perd sacrément de sa superbe Ouais. en quelques secondes. Et dans Voilà. ces situations où le risque est très élevé, Mhm. est-ce que vous avez le temps de ressentir, je sais pas, de la peur, de la pression? Comment ça se passe? Oh. Alors moi, je ne dis jamais que j'ai peur, parce que je pense que si j'ai peur, je n'y vais pas. Oui, Euh, mais j'ai beaucoup de pression. bien sûr. Et à ce moment-là précis, je me souviens très très bien de quand je cours. euh, il n'y a pas à tortiller. Peut-être qu'on va mourir, parce qu'un obus de mortier, c'est un obus de mortier. Donc voilà, il faut. J'essaie on écoute le sifflement, hein, parce que le ça part. Vous avez le temps de vous coucher Oui, quand ça siffle, ça tombe, vous vous relevez le temps que le prochain arrive. Bon, bah, il faut faire ce calcul, et puis croire en sa bonne étoile. oui, Mais moi, je prétends pas du tout que je n'ai pas peur. Je n'utilise pas ce mot parce que je pense vraiment que si on a peur, on n'y va pas sur ces terrains. Mais on a beaucoup de pression. Moi, j'ai peur pour mes équipes. J'ai toujours peur qu'on ne revienne pas à 3 ou à 4, parce que parfois on est 4 avec le fixeur. J'ai peur pour moi, parce que moi j'ai des enfants, j'ai pas du tout envie de mourir sur un terrain de guerre. J'ai peur, entre guillemets, j'ai surtout beaucoup de pression. J'aime partir, j'aime beaucoup revenir. oui, j'imagine. Et sur le cœur du métier de grand reporter, de Mhm. correspondant de guerre, lorsque l'invasion est à son paroxysme au tout Oui, début, ouais. comment ça se passe? Est-ce que l'ambassade vous demande expressément de rentrer? Est-ce que votre statut vous permet de rester sur place sans qu'on vous embête? Comment ça se passe? Alors, les ambassades, elles demandent toujours qu'on Bien rentre. sûr, Pour elles, voilà, le pays est en guerre. D'ailleurs, les politiques partent, bien sûr. les ambassadeurs partent, les ambassades ferment, et nous restons toujours, nous les Oui, journalistes. Pas tous, certains font le choix de partir, et je comprends très très bien. Nous, il n'a jamais été question de partir. Il y a eu un espèce de petit flottement à un moment à Kiev, pour les équipes qui étaient à Kiev, d'accord. et nous à Kharkiv, les Russes étaient aussi très très proches. Alors évidemment, on ne se dit pas qu'on s'en va, mais on se dit qu'on recule. Il ne s'agit pas de quitter le pays, mais enfin, on ne reste pas à Kharkiv si les Russes arrivent à Kharkiv, Bien c'est sûr. sûr. Oui, parce que pour le Parce qu'on n'est rappeler, pas dans le bon. Si on peut arriver à Kharkiv avec les Russes, nous avons oui, des équipes à Moscou qui suivent les troupes russes. bien Donc, sûr. dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais nous, on ne peut pas se retrouver avec les Russes face à nous, parce Oui, on sera assimilés aux Ukrainiens, et forcément, ça ne va pas bien se bien passer. sûr. Mhm. On invite les étudiants à aller voir vos reportages, parce que vous avez quand même couvert Kharkiv, Zaporijia, Kherson, enfin, Ouais. plein d'endroits qui nous ont beaucoup marqués en suivant l'actualité en Ukraine. Est-ce que vous comptez repartir? Si oui, dans quel pays? Est-ce que vous avez des envies comme ça de couvrir certains conflits en particulier, notamment l'Ukraine où vous êtes déjà allé? Mhm. Alors cette année, je suis allée pas mal en Israël aussi, Oui, parce que nous avons ce deuxième conflit très important, moins existentiel, diront certains, que l'Ukraine, mais quand même aussi. Et là, en fait, j'espère aller au Yémen, hein, d'accord. dans la partie Houthi. Oui. J'attends un éventuel visa, entre guillemets. Et c'est mon prochain, normalement, c'est mon prochain reportage. Est-ce qu'il y a du bois? Parce que c'est très très Un petit compliqué peu. d'avoir un visa, et ça serait vraiment super bien. Parce il faut raconter qui sont ces outils qui soutiennent les Palestiniens, qui ont fait de la cause palestinienne leur bannière Oui, maintenant. C'est que sont quand même. Bon voilà, ça va être très intéressant. J'espère que je pourrai y aller. complètement. Pour reprendre un peu plus chronologiquement, Ouais, après le Kosovo, on a vu que vous étiez parti aussi aux Philippines, ouais. où là, donc, vous avez été prise en otage Mhm. à ce moment-là. Qu'est-ce que vous partiez faire là-bas au départ? On allait couvrir une prise d'otage. C'est-à-dire qu'il y avait des touristes qui avaient été pris en otage par ce groupe d'islamistes radicaux. Et parmi ces touristes, il y avait 3 Français. Et donc, ma rédaction s'intéressait au sort de ces otages français, oubliés un peu dans la jungle. Et donc, je suis partie avec une équipe, et j'avais un contact sur place. Nous avions, car nous étions 3. Et en fait, on n'a jamais vraiment su, mais on pense que ce contact nous a vendus. D'accord. Et donc, on s'est retrouvés à notre tour otages.
D'accord. Et ça, c'est un coup dur. Ça fait partie des quelques coups durs. Celui-là, c'est le plus gros quand même. Voilà, c'est un métier dangereux. On peut être tué en terrain de guerre et maintenant on peut être otage. Bon, être otage, c'est une autre histoire. Et bon, chaque histoire d'otage est particulière. Vous avez des gens qui ont été détenus dans le noir pendant des mois, qui ont eu des simulacres d'exécution. Chaque prise d'otage est une grande souffrance parce qu'on est privé de sa liberté alors qu'on exerçait son métier. La mienne était extrêmement difficile, mais j'étais plus jeune et je me suis dit que je n'allais pas laisser ces gens gâcher ma carrière. Donc je m'en suis sortie, je suis rentrée plus forte, je crois, que lorsque je suis arrivée là-bas. Oui. Ils ne m'ont pas, non, personne ne m'a, ils ne m'ont pas détruite. Bon, on l'a gardé. Je vous dis encore une fois, il y a prise d'otage et prise d'otage. La nôtre était compliquée pour des raisons bien particulières, mais les souffrances ne se comparent pas. Mais oui, c'était un coup dur, ouais. Oui, complètement. Même si ça n'a pas mis un terme à votre carrière, heureusement, est-ce que Mhm. ça a changé quelque chose dans votre travail quotidien ou dans votre manière de partir à l'étranger? Je Cette suis... aventure ou une autre, hein, d'ailleurs. Ouais, non, je ne crois pas. Je pense que je sais que c'est dangereux. Euh, Nous faisons un métier dangereux. Nous en assumons les conséquences quand ça se passe mal. Je n'en veux à personne d'avoir été otage. J'ai dit oui, on est candidat pour partir. Hein, c'est quelque chose de très très important. Personne ne nous oblige, ne me dit tu vas en Ukraine maintenant. Non, évidemment. J'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Pas parce que je suis addict à la guerre ou je ne sais pas quoi. Parce que quand vous allez dans un endroit, vous vous intéressez à ce pays, à ces gens. Plus vous y allez, plus vous connaissez des gens, plus vous avez envie de le retrouver. Et puis moi, je rêve pour l'Ukraine du moment où tout ça sera terminé, parce que ça va se terminer, bien entendu, et qu'il va y avoir des négociations de paix un jour, quelque part dans un pays européen. J'espère que j'y serai. Voilà, finir l'histoire. Ouais. Et on en profite pour saluer la cinquantaine de journalistes qui sont encore détenus, qui sont Ouais. encore en otage, pardon, pris Mhm. en otage, selon Reporters sans frontières. Ensuite, vous avez, pour revenir encore un peu sur votre carrière, vous avez couvert la ville de Baghouz, Ouais. notamment en Syrie. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce reportage à ce moment-là? Est-ce qu'on parlait un peu moins de la Syrie? Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce Ben, passage? en fait, c'était très intéressant parce que c'était la fin géographique de Daesh. Et donc, pour nous qui avons vécu de près, nous les Français, les attentats terroristes, les attaques terroristes, etc., euh, la chute de Baghouz, qui était donc ce réduit dans lequel étaient les derniers Oui, combattants de Daesh, on a pu mettre un visage sur qui étaient ces combattants de Daesh. Et pour moi, c'était très très important. Je les ai vus dans le désert par colonnes entières qui se rendaient. Et on les a vus aussi mourir, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été tués, bien entendu, qui refusaient de se rendre. Euh, c'est pas, cet épisode de Baghouz n'est pas la fin de l'idéologie islamiste radicale, mais c'est la fin du califat qu'avaient construit ces djihadistes entre la Syrie et l'Irak. C'était un très très grand territoire. Ils avaient un très très grand territoire. Bon, la coalition a fait que finalement c'est devenu un réduit de territoire et cette espèce de noyau dur qui est resté donc à Baghouz jusqu'à sa chute. C'était très fort de voir aussi, parce que beaucoup de Français se sont engagés et donc il y avait énormément de Français dans les rangs de Daesh, énormément de femmes qui avaient suivi leur mari, ou pas que suivi d'ailleurs, qui étaient elles-mêmes des combattantes. Et je les ai vues dans ce désert, dans des immenses campements, ces femmes qui viennent de nos villes françaises et qui avaient décidé de faire le djihad, etc. C'était intéressant et puissant de pouvoir mettre des visages, des mots derrière ces gens qui ont terrorisé le monde entier, qui continuent d'ailleurs à le oui, terroriser. complètement. Vous êtes allé aussi, vous avez couvert l'Afghanistan également, Mhm. le Haut-Karabakh. Comment on s'adapte à chaque fois à des terrains aussi différents? Est-ce qu'il y a une préparation qui est similaire entre tous? Comment ça se passe? Ça, c'est une question intéressante parce que
C'est vrai que par exemple, moi je suis beaucoup allée en Ukraine et en Israël ces derniers temps. Enfin, je crois que ces 2 dernières années, j'ai fait Israël, Ukraine, Ukraine, Israël. Bon, alors maintenant, je suis pas chez moi là-bas, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je sais de quoi je parle. Je maîtrise bien les choses, je connais les gens, je sais qui aller voir. Et donc, on a une certaine expertise, entre guillemets. C'est vrai que quand vous vous retrouvez pour la première fois dans un pays, qui que vous soyez diplomate, chercheur ou journaliste, forcément, vous êtes moins à l'aise. Et donc, oui, moi j'aime bien, c'est pour ça qu'être correspondant permanent, c'est formidable, ce que j'ai fait à Londres et aux États-Unis, parce que vous vivez dans un endroit, donc vous êtes immergé dans une culture, dans une société. Et c'est vrai que c'est différent quand vous faites un saut de puce quelque part, vous restez 15 jours et vous repartez. Mais néanmoins, c'est intéressant aussi parce qu'il faut une capacité d'adaptation. On apprend à réfléchir vite, à maîtriser un dossier et à savoir ce pourquoi on y va. On fait de l'actu, nous, hein. On va pas faire, je fais pas un 90 minutes sur le Haut-Karabakh. J'aimerais bien d'ailleurs faire un 90 minutes sur le Haut-Karabakh, mais c'est pas ce pourquoi je suis payée en ce moment. Moi, je travaille pour le news, pour le journal. Donc, je vais aller chercher ce qui s'est passé la veille. Ce qui s'est passé la veille, et pour prendre un peu de hauteur et expliquer un peu plus largement le problème. C'est la question que je voulais vous poser justement, par exemple sur l'Ukraine. Vous êtes allé quand même beaucoup de fois. Ouais, J'avais noté plus de 10 missions, je crois, en ouais. tout. Est-ce que 12 vous... maintenant. 12, Mhm. félicitations. Est-ce que vous avez en tête de faire un plus long format avec toutes les images que vous avez Mhm. pu recueillir, l'expérience que vous avez, ou est-ce que vous restez sur de l'actu pour le moment? Ouais, j'ai fait des grands formats déjà dans ma carrière, mais en ce moment, je fais ce qu'on appelle de l'actu. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens trouvent ça fou, quoi, que l'on passe tant de jours pour faire un sujet qui va passer dans le journal de 20 heures, qui ne va ne faire que 3 ou 4 minutes maximum. Alors, on va avoir un nouveau format de 7 minutes à la rentrée. Donc, bon, on aura des plus longs formats. Mais c'est vrai qu'on c'est énormément d'énergie pour quelque chose qui passe très vite, cependant que les gens sont en train de manger leurs spaghettis. Donc, c'est vrai que c'est très étrange. Mais moi, je suis très fière de travailler pour le journal de 20 heures. Nous travaillons pour le grand public. Oui, Nous essayons de faire un journal pour le plus grand nombre, hein. Je ne travaille pas pour le monde, je travaille pour le journal de 20 heures de France 2. Et je trouve intéressant de pouvoir parler de l'Ukraine, d'Israël, de Gaza, au plus grand nombre, hein. oui, C'est beaucoup de téléspectateurs, hein, c'est 5 à 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. Quel journal de presse écrite peut se targuer d'avoir bien une sûr, telle audience? Donc, nous, nos journaux de 20 heures, celui de TF1 aussi d'ailleurs, font encore beaucoup d'audience. bien sûr. C'est beaucoup de millions de téléspectateurs. Donc, c'est une grande fierté quand même de parler au plus grand nombre et d'essayer d'être le plus juste possible sur des sujets qui peuvent paraître ardus, difficiles, d'essayer quand même de raconter. Bien sûr. Et puis cette audience à laquelle on peut ajouter toutes les vidéos qui sont vues et revues ensuite sur les réseaux C'est ça, sociaux, donc c'est une exactement. Ouais. très très grande audience. Pour terminer sur votre longue carrière, alors bien sûr on a sauté énormément d'étapes, Mhm. sinon il nous aurait fallu plusieurs semaines, sur Jérusalem et Gaza. Vous étiez là-bas encore il y a quelques semaines. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette situation et du métier de reporter de guerre sur ce terrain Ouais. précis? Alors, ce qui est très particulier, moi j'y étais il y a 10 jours en Israël. J'ai passé tout mon été en Israël. Donc en fait, vous êtes en Israël, mais vous ne mettez pas les pieds à Gaza. Vous savez Oui, bien, en fait, seuls les journalistes à l'intérieur de l'enclave palestinienne, qui sont le plus souvent palestiniens ou qui travaillent pour Al Jazeera, réussissent à travailler à Gaza. Nous, on rentre pas. Ou très peu, embedded, comme on dit, c'est-à-dire avec les soldats israéliens, surveillés. C'est comme si on faisait rien, parce qu'il y a, d'accord, on peut faire des choses, mais on peut vraiment dire que nous, les journalistes occidentaux, nous ne rentrons pas à Gaza. Bon, eh bien ça c'est quand même un problème, parce que ce serait quand même, je veux dire, les massacres du 7 octobre ont été dramatiques. J'y étais, enfin je suis arrivée 2 jours après les massacres du 7. J'ai couvert le traumatisme d'Israël après ces attaques meurtrières, terroristes. Euh, et puis je suis restée après, et puis nous avons assisté à la, à la réplique
décidé par Benyamin Netanyahou. Et voilà, mon métier, moi, consiste à essayer de montrer ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Donc, j'aimerais pouvoir rapporter ce qui se passe à Gaza, comme nous avons pu rapporter ce qui s'est passé après les massacres terroristes du 7 octobre. Ce que nous ne pouvons pas faire, puisque nous ne pouvons pas y aller. Oui. On va passer désormais aux questions qui ont été posées par des étudiants de l'ENSC de la Sorbonne, plus particulièrement, on va dire, sur le quotidien du métier de grand reporter, de correspondant de guerre. La première qui est beaucoup revenue, c'est celle des contraintes vraiment pratiques, physiques, le fait de porter un gilet pare-balles, d'avoir un casque. Enfin, comment ça agit sur votre métier tous les jours, ces contraintes? Alors, c'est intéressant parce que ces contraintes, elles n'existaient. Moi qui travaille depuis 35 ans, on va dire, je suis partie au Kosovo, par exemple, j'avais ni gilet pare-balles ni casque. Donc, ces choses-là sont arrivées assez tard, en fait. Et c'est relativement récent que nos rédactions, nos patrons, ont décidé, et ils ont raison, qu'on n'allait maintenant pas se promener comme ça sur les terrains de guerre sans protection minimum. Et oui, il faut porter un casque et un gilet pare-balles qui est souvent très lourd, 7-8 kilos. Il fait toujours chaud. Bon, on le porte parce que un éclat d'obus. Vous voyez, le journaliste, l'un des journalistes qui a été tué l'année dernière en Ukraine, il avait un gilet pare-balles, mais sa collerette était basse. Donc il a pris un obus ici, il est mort. Il a pris un éclat ici, il est mort. Ça sert le gilet. Ouais. C'est pas tellement un gilet pare-balles d'ailleurs, c'est beaucoup un gilet par obus, enfin éclat d'obus. Le casque aussi, c'est pénible, on est un peu ridicule. Particulièrement moi, je fais 1m60, donc je suis là avec mon gilet qui est hyper lourd. Mais il m'est arrivé de pester contre ça, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Et maintenant, je le mets plus souvent qu'à mon tour. D'accord. Ben oui, parce que puis bon, en Ukraine, on en a vu des journalistes tués, quand même, il y en a eu beaucoup, et j'ai vu des soldats aussi, donc bon, ça sert, le gilet. Est-ce que vous avez un peu des chiffres en tête, ou du moins une impression par rapport à ça? C'est-à-dire que quand vous avez débuté votre carrière, est-ce qu'il y avait autant de journalistes qui mouraient sur le terrain? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus dangereux désormais sur certains théâtres, sur certains terrains? Je sais pas répondre à cette question, je sais pas. J'ai l'impression d'entendre ça plus aujourd'hui, oui. Oui, je pense que l'Ukraine est particulièrement difficile quand même. Gaza, pour les journalistes palestiniens, terrible. Oui, et puis la prise d'otage a été un nouveau aussi. Il y a un moment dans ma carrière où le risque, c'était pas d'être tué, c'était d'être otage. J'en sais quelque chose. Et c'est un autre danger. Donc j'ai l'impression que c'est plus dangereux qu'avant, mais je ne suis pas sûre à dire vrai, je ne sais pas. On mettra des chiffres en description si on trouve. Je me souviens pas de m'être dit il y a 15-20 ans que c'était très dangereux comme ça, alors qu'aujourd'hui je me dis ça. D'accord. Je vois les jeunes journalistes, parce que nous avons aussi des très jeunes journalistes qui partent très jeunes, des jeunes qui partent sur les terrains de guerre, et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont jeunes, j'espère qu'il va rien leur arriver. Je ne pense pas que je me disais ça avant. Voilà. Oui. Une autre question qui revenait beaucoup, c'est sur toute l'équipe qui entoure le reporter de guerre, notamment le rôle de fixeur, qui est hyper important pour guider, traduire, pour organiser des interviews, j'imagine. Comment vous faites pour sélectionner vos fixeurs, et puis quel est leur rôle un peu sur le terrain? Alors, le fixeur, c'est toujours toute une épopée, toute une histoire, parce que fixeur, ça n'existe pas comme métier, en fait. Et le fixeur, par exemple, que j'ai en Ukraine aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est le même, était absolument pas fixeur, absolument pas journaliste. Ma première mission en Ukraine, c'était pas avec lui que j'avais travaillé avec quelqu'un d'autre. J'ai cherché quelqu'un. J'avais un ami vaguement photographe à Kharkiv de l'AFP, un Ukrainien de l'AFP. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je cherche quelqu'un pour m'aider à faire des trades dans un premier temps, des traductions dans un premier temps. Tu connais pas quelqu'un un peu débrouillard, qui parle anglais à peu près correctement? Ah ben si, j'ai un copain là. Le monsieur Dima, c'est son nom, que je connais parfaitement bien maintenant, était agent de voyage. Il y avait une agence de voyage. D'accord. Alors évidemment, toutes les agences de voyage ont fermé en Ukraine, et je l'ai rencontré. Il s'est avéré que c'est un monsieur ultra débrouillard,
très patriote, parlant bien anglais. C'est devenu mon fixeur. Mais vous voyez, et alors, parfois, vous avez des fixeurs qui sont eux-mêmes des journalistes dans leur pays. Les profils sont très, très différents. Vous avez des hommes de théâtre. Agnès, mon amie journaliste de France Télé, elle a eu un fixeur qui était acteur D'accord. dans la vie. Oui, oui. C'est pas vraiment. C'est un métier, mais c'est un métier qui s'apprend un peu. Oui. On a retrouvé un extrait de France Info, vous êtes en Ukraine à ce moment-là, on entend une sirène et vous dites l'alarme vient de retentir, ça veut dire qu'il faut aller dans les abris, mais je vous cache pas qu'on n'y va plus parce qu'il y en a trop souvent. Mm. Est-ce que vous vous êtes fixé des limites en termes de risque? Alors, ça, c'est en Ukraine, ouais. C'est vrai qu'au bout d'un moment, comme il y a des alarmes en permanence, on finit par ne plus descendre, on finit par faire ce que fait la population civile. Oui, C'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, on voit que personne ne descend et on serait donc les seuls à descendre. Déjà que parfois nous avons l'air un peu ridicules parce que nous sommes les seuls avec des gilets pare-balles, oui. cependant que les gens sont sur les marchés en tenue normale. Mm. Ça nous est très souvent arrivé dans le Donbass, ça. Je me dis, oh là là, mais ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui se promènent avec un casque? Mais on le fait parce qu'on sait qu'on est dans un endroit. Les civils, eux, ils n'ont pas de gilet pare-balles. Et donc, oui, quelle était votre question? C'était. Sur est-ce que vous vous êtes fixé des limites en termes de risque? Est-ce que vous vous êtes dit voilà, ça ce sera trop dangereux, je ne fais pas? Est-ce que vous avez des limites Il précises? y a une limite, c'est le reste de l'équipe. D'accord. Est-ce qu'ils sont d'accord pour y aller, pour avancer? Moi, je ne mets pas euh, en danger la vie de gens qui ne souhaitent pas avancer à l'endroit où je souhaite avancer. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui avance. Et donc c'est très bien que je sois entourée parfois de caméramans qui disent non mais là on n'y va pas. Parfois c'est moi qui dis on n'y va pas, mais moi je suis plutôt pour aller, je crois en ma bonne étoile. C'est ainsi, je serai toujours comme ça, je ne vais pas changer. J'ai des limites. Ma limite c'est, je ne suis pas casse-cou. Je sais que je ne suis pas comme ça. Oui. Comme la preuve, je suis encore là alors que je suis allée dans bien des endroits extrêmement dangereux. C'est ça ma limite, c'est un peu les autres aussi, ne pas mettre en danger la vie des autres et la mienne, parce que moi je veux rentrer aussi. Oui, bien sûr. Vous Mhm. avez parlé de vos proches tout à l'heure. Ouais, Comment on fait quand on est grand reporter, justement, pour en parler à sa famille, pour pas ouais. trop les angoisser quand on part à Mhm. l'étranger? Est-ce que vous avez un peu des techniques? Enfin, comment vous faites, vous, par rapport à vos proches? Alors moi j'ai deux enfants qui sont grands, hein, 23, 20 ans maintenant, et j'ai réussi une chose dans ma vie, c'est à ne leur transmettre aucun stress quand je pars sur ces terrains. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Mais je pars, je vais en Ukraine comme si j'allais à Bordeaux. Je suis pas là en train de, je suis très calme. J'ai toujours fait ça. Ils ont toujours vu faire ça. Je suis toujours partie, je suis toujours revenue. Donc, même, il y a un moment, ils ont commencé à dire, enfin, quand même, c'est très dangereux et tout ça. Mais je crois que, et maintenant, ils sont dans cette autre phase. Il y a où ils me disent, c'est quand même bien ce que tu fais, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que parfois, ils ont dit, mais t'es pénible, parce que tu n'es jamais là, etc. Maintenant, et vraiment, je crois avoir réussi ça. Mes parents, ils ont 86 ans, ils sont assez fiers de ce que j'ai réussi à faire et ils me disent pas, il ne faut pas partir. Euh, On les comprend, il y a de quoi être fier quand même. je sais pas. Vous avez vu des personnes, on a essayé de regarder un peu vos reportages, vos Ouais. témoignages. Vous avez vu quand même des personnes à bout de force au Kosovo, Haïti, vous avez dit même des enfants vomir de peur dans des souterrains en Ouais. Ukraine. Comment on peut résister à ça humainement? Comment on fait? Est-ce qu'on se forge une carapace? Comment on fait? Mais moi, je l'ai dit plusieurs fois, mais je m'autorise pas tellement à avoir des états d'âme parce que c'est dur ce que vivent les gens que l'on voit, qui acceptent de nous parler. Donc moi, quand je reviens, j'ai beaucoup de chance. J'ai un toit sur la tête, des gens autour de moi, quelque chose à manger. Donc je ne me dis pas. Je pense que j'ai appris à prendre un peu de distance aussi. J'ai une manière, j'ai une forme d'atterrissage. Je fais des choses qui sont du quotidien, je jardine, et je mets un peu les choses derrière moi pour pouvoir repartir après, parce qu'il faut, moi je veux repartir, mais je ne crois pas m'être forgée de carapace. Je peux être très émue par les endroits que je vois et par les gens que je rencontre, mais jamais, jamais je ne reviens déprimée ou
je n'ai pas le moral à zéro quand je rentre, hein, ça ne m'arrive pas. Il m'arrive parfois dans ma chambre d'hôtel le soir après des journées difficiles de me dire mais comment ces gens vont s'en sortir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça m'arrive. Mais moi, quand je reviens ici, j'ai une bonne capacité de distanciation, heureusement pour moi. Vous avez un sas de décompression comme certains militaires ont en Non. rentrant, ou vous rentrez Non. directement chez vous dans Tout votre est routine? ouvert, c'est-à-dire que moi j'ai la chance de travailler pour une très grande boîte, donc si je veux, il y a des équipes de psy D'accord. moi c'est pas ma méthode, j'ai ma propre méthode qui consiste à rentrer chez moi, à reprendre les choses où je les avais laissées quand je suis partie. Je vous dis, j'ai 2 enfants grands, mais enfin qu'on ait 20 ou 16 ans et on est préoccupé par ses études. Le monde de la guerre est loin d'eux. Ils sont comme vous, là, à se demander, mais tiens, pourquoi je ne montrerais pas une assoce qui s'appellerait les citoyens? Et donc, ils me parlent de ça. Donc, je ne vais pas me leur dire, non, mais ça m'intéresse pas, ton truc des citoyens. T'as pas vu, moi, je reviens de la guerre, je vais te parler. Non, je leur parle de leurs problèmes à eux. Et donc, ça oblige à atterrir. Je suis avec eux pleinement de la même manière que j'étais pleinement avec les gens euh, que j'ai rencontrés dans le pays en guerre où je suis allée. Bon, nous allons terminer l'entretien avec 3 questions. Ok. La première, c'est comment expliquez-vous que certaines personnes se désintéressent, et même la plupart, se désintéressent d'un conflit très rapidement? Oui. Donc, par exemple, l'Ukraine, on en a beaucoup parlé au début, on en parle un peu moins désormais. Comment vous expliquez ce fait de se désintéresser de cette Mais ça, manière? c'est normal. C'est normal parce que le malheur, le malheur, ajouté au malheur, les gens ne veulent plus voir. Et donc l'Ukraine, au début, il y a eu ce vaste mouvement de solidarité avec les civils ukrainiens. La France a reçu beaucoup de civils, etc. Et puis ça fait 2 ans maintenant. Donc oui, les gens se lassent. Et c'est à nous, c'est là où on trouve les bons journalistes. C'est à nous de faire revenir les téléspectateurs vers nous, de leur dire attendez, mais n'oubliez pas quand même, il se passe ça en Ukraine. Regardez ce reportage. Celui-là, vous l'avez jamais vu, ça va vous intéresser. Je trouve que c'est normal que les gens. Et puis les gens ont leurs propres problèmes. La France est un pays où il y a tout le monde ne vit pas super bien. Il y a des gens qui vivent avec le SMIC et c'est très difficile. Donc c'est très difficile pour eux de s'émouvoir de ce qui se passe en Ukraine. Donc moi je prétends pas que, enfin je comprends que les gens soient pas et une forme de désintérêt. Je les comprends. D'accord. Si vous ne deviez garder qu'une image de toute votre carrière, celle qui vous a le plus marqué, laquelle garderiez-vous? Là, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est quand j'étais en Ukraine, je dirais il y a à peu près 1 an et demi, j'ai fait le portrait d'une femme. Et alors, il faut regarder ce reportage, si on a un, regardez, c'est celui-là. J'ai fait le portrait d'une femme que j'ai appelée une juste, parce qu'elle a caché dans sa cave un militaire ukrainien qui avait été torturé par les Russes. Et elle l'a sauvé en fait. Et c'est une vieille dame qui a pris tous les risques. Si les Russes avaient su qu'elle cachait un Ukrainien soldat dans sa cave, ils l'auraient tué sur le champ. Et c'est cette vieille dame qui nous a, non seulement, qui a été d'accord pour qu'on vienne filmer chez elle, qui a été d'accord pour qu'ils reviennent la voir, et qui en plus nous a dit, mais vous n'allez pas partir comme ça, vous allez rester déjeuner avec moi. Et elle nous a fait un borsch, c'était le meilleur borsch que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Bon ben voilà le visage de cette femme dans la pire tourmente. Et cette guerre, et surtout cette mission-là où on avait fait le portrait de cette femme, c'est une mission difficile. On avait vu beaucoup de soldats amputés, de jeunes gens de 20 ans. Je me disais, mais oh, cette guerre mutile, hein, c'est pas semblant en Ukraine. Et de voir qu'au milieu de ce marasme, il y a le visage de cette vieille dame qui a pris tous les risques pour sauver quelqu'un. Voilà, ça c'est une image que j'oublierai jamais cette femme. Vous lui avez très bien rendu hommage avec ce reportage qu'on mettra aussi dans la Oui, description. bah, volontiers, parce que c'est un reportage qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est pas tout le temps qu'on réussit à faire des choses un peu positives, quoi, parce qu'on se retrouve toujours à parler de choses épouvantables. Là, c'est pas épouvantable. Oui. Mm. Et pour terminer, quel conflit, alors vous avez parlé du Yémen, hein, mais quel Ouais. conflit passé ou actuel vous rêveriez de couvrir, y compris un conflit Ouais. il y a très longtemps? Vraiment, j'aimerais aller au Yémen, là. Oui. Je voudrais bien comprendre ce qui motive les Houthis. Peut-être le Darfour.
l'Érythrée, tous ces endroits où on ne réussit pas du tout à aller, quoi. Ouais. Et puis l'Afghanistan, l'Iran, qui sont des pays qui se ferment de plus en plus. C'est de plus en plus difficile d'avoir des visas. Il y a on est dans un monde où il y a des pays, de plus en plus de pays où on ne réussit pas à rentrer. Donc on ne raconte rien. Tout se passe à- comme ça, à huis clos, sans l'œil de journalistes indépendants et extérieurs. Et ça, je trouve que c'est très grave et très triste pour notre métier, mais c'est ainsi en ce moment. Alors pour terminer, on rappelle que vous allez sortir un livre. Ah oui? Au moment où la vidéo sort, il est déjà sorti, qui va s'intituler Loin de chez moi, ma vie de femme grand reporter, Ouais. aux éditions Fayard. On mettra aussi dans la description vos différents reportages. Et puis en vous remerciant, on souhaitait aussi dédier ce premier entretien de la chaîne Science et Culture aux 521 journalistes qui Ah. sont détenus de façon arbitraire à travers le monde, et puis aux 54 d'entre eux qui sont encore pris en otage aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. C'est On moi qui était vous très heureux de vous remercie. recevoir. Non, c'est moi qui vous remercie. Et bonne chance à la magnifique jeunesse que vous représentez. Vous allez faire des trucs formidables. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur la chaîne Science et Culture. On vous retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. On vous invite à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne, et puis à nous retrouver également sur nos autres plateformes, notamment Instagram et TikTok. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Science et Culture.